retournons à la deuxième loi. Vous rappelez que des expressions de la deuxième loi, et c'est une expression différentielle, est ceci, que dans tout processus spontané, ds de l'univers qui est égal à la somme de ds du système, qu'on écrit comme ça, juste ds tout court, sans indication que c'est du système, plus ds de l'environnement, égale à des vacuums réversibles sur T, ça c'est ds du système, ceci, et ds de l'environnement. Vous vous rappelez que par la loi de Clausius, on l'avait identifié comme étant moins des vacuums sur T. Alors, la deuxième loi dit que cette somme-là, donc des Q réversibles sur T moins des vacuums sur T, est supérieure à 0. Ça, c'est la deuxième loi. J'aimerais profiter de l'occasion pour revenir un peu à une des questions du contrôle 3 sur cette diapositive-là, qui reprend l'expression de tout à l'heure que vous reconnaissez est la formulation générale de la seconde loi, l'expression tout à fait générale de la seconde loi, sous forme différentielle, qu'on peut réécrire comme ceci, n'est-ce pas, en multipliant de part et d'autre toute cette chaîne d'égalité jusqu'à l'inégalité finale ici, par T qui est une quantité positive, n'est-ce pas, pour obtenir T ds de l'univers égale à T ds plus T ds de l'environnement, qui donc est égal à T ds du système, c'est des vacuums réversibles, et T ds de l'environnement, c'est ceci fois T, c'est-à-dire moins des vacuums, et ça est supérieur à 0 d'après la seconde loi sous cette forme générale-là. Là maintenant, si l'on considère un processus non plus nécessairement infinitésimal, mais fini, cependant isotherme, c'est-à-dire à température constante, eh bien par la réécriture de ceci sous la forme dds du système qui est des vacuums réversibles plus grands que des vacuums et à température constante pour qu'un processus fini au lieu de quelque chose d'infinitésimal, on peut écrire T delta S variation finie de l'entropie du système est toujours supérieure à la chaleur impliquée dans le processus considéré, si ce processus-là est spontané. Donc, pour tout processus spontané à température constante, vous avez T delta S qui est toujours supérieur à Q. Ça, c'est une des questions que vous avez probablement vu passer dans le contrôle 3, certains d'entre vous en tout cas. Et voilà, ça c'est la bonne réponse. Donc, voilà, retournons maintenant à ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, qui était ceci. Alors ce que je voulais faire est partir de cette deuxième loi, et maintenant considérons deux situations. Dans un premier temps, je vais d'abord considérer la situation V constant, donc processus isochore. Pour tout processus isochore, vous savez que la chaleur peut être identifiée avec la variation de l'énergie interne, et ça c'est une des conséquences du premier principe de la première loi, ça, expression de la première loi pour des processus à volume constant, quoi. Alors, pour ce cas-là, donc, on peut remplacer des vacuums par des E et obtenir, à partir de la relation d'en haut, des vacuums réversibles sur T et CDS, moins des vacuums qui est DE, divisé par la température supérieure à 0, et ceci strictement pour des processus isochores, volume constant. Alors, on peut réarranger cette relation en multipliant les deux membres de l'inégalité
que voici par t qui est supérieur à 0. On ne change donc pas le signe de l'inégalité puisqu'on multiplie les deux membres de cette équation par une quantité positive. On obtient ça. TDS moins DE supérieur à 0. Cette fois-ci, multiplions maintenant les deux membres de cette équation par moins 1. Dans ce cas-là, on va avoir cette inégalité qui change de sens, de direction, pour obtenir DE moins TDS, DE moins TDS, inférieur à 0 cette fois-ci. Alors, cette écriture-là, que je vous rappelle, est exacte et représente juste un réarrangement de la seconde loi en utilisant le fait que à V constant d bas Q est égal à 2E. Donc ça, c'est strictement vrai pour que les processus à V constante. Maintenant, si en plus de ça, on ajoute la condition qu'on a aussi la température qui est maintenue constante, eh bien, on peut remplacer ça par la variation d'une nouvelle fonction d'état définie comme étant f égale à E moins ts. De cette façon, n'est-ce pas, que à température constante df est égal à dE moins tds tout court. N'est-ce pas? Il n'y a pas de SDT puisque à température constante dt est égal à 0. Donc vous voyez que ce qu'on avait vu tout à l'heure, dE moins tds, n'est rien d'autre que d de la fonction E moins ts à condition que la température est maintenue constante. Et donc, on peut réexprimer cette seconde loi exprimée comme tantôt pour les processus un volume constante sous cette forme-là, différentielle de f, ou bien variation infinitésimale de cette fonction f-là à volume constante et à température constante aussi, est toujours inférieur à 0. Alors donc on peut prendre ça comme une expression équivalente de la seconde loi, d'abord à ça, qui est exactement la même chose que l'expression de la seconde loi écrite dans cette encadrée sous fond jaune là, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Donc on peut réexprimer la seconde loi pour des processus à la fois à volume constante et température constante sous cette forme-là, demandant que la variation infinitésimale de cette nouvelle fonction d'état f soit dans ces conditions-là inférieure à 0, c'est-à-dire que cette fonction f doit décroître dans tout processus spontané à température et volume constant. Il y a deux remarques à faire là, ici. Tout d'abord, cette fonction d'état s'appelle énergie libre de Helmholtz. Deuxièmement, la clause que la température et le volume à la fois est maintenu constant doit être compris que dans ce cas-là, c'est la composition qui varie, n'est-ce pas? Parce que vous vous rappelez qu'au tout début du cours, on avait reconnu que il n'y a que 4 types de variables d'état: température, volume, pression et composition. Et il y a toujours une relation appelée équation d'état.
peu importe le système, qui relie ces 4 variables ensemble de sorte qu'il y en a 3 qui sont indépendants. Par exemple, la température, le volume et la composition. Or, si on fixe maintenant la température et le volume, on parle d'un processus, c'est-à-dire une transformation selon un certain chemin là. Et on dit que c'est une transformation dans laquelle la température et le volume constant. Eh bien, ça veut dire que la dernière variable, la variable de composition, devrait varier, sinon il n'y aurait pas de transformation du tout, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est mon second commentaire. Alors, cette fonction d'état est appelée énergie libre de Helmholtz. Elle est utile pour réexprimer la seconde loi pour des processus à volume constant et à température constante. Des réactions, par exemple, puisque ces processus sont nécessairement des processus dans lesquels la composition du système doit en quelque sorte changer. Donc c'est une réaction chimique, par exemple. Réaction chimique à volume et température constante. Et dans ce cas-là, le critère de spontanéité qui était exprimé en haut et que demande qu'on écrit à la fois ds qui est la variation de l'entropie appartenant au système et on fasse intervenir une autre variation d'entropie qui est celle de l'environnement explicitement. Tandis que là, en faisant ça, on a obtenu une forme de critère d'un processus spontané utilisant une fonction d'état du système, strictement de l'information du système seulement. Et ce critère demande que, pour tout processus spontané en volume et température constante, dF est inférieur à 0, ou bien encore l'énergie libre de Helmholtz décroît dans tel processus spontané en volume constant et température constante. Si ça ne tient pas, par exemple, si vous obtenez dF, un volume et température constante qui est supérieur à 0, eh bien, vous devez conclure que le processus, tel qu'indiqué, tel que proposé, ne pourrait pas se produire spontanément. Maintenant, ça, c'est pour des processus à volume constant, ça. Est-ce qu'il existe quelque chose d'équivalent à ça, ou qui ressemble à ça, pour le cas où c'est la pression qui est maintenue constante? Eh bien, on revient encore une fois à la seconde loi sous cette forme. Cette fois-ci, on considère la condition pression constante, pour laquelle vous savez que la chaleur est identifiable avec la variation non pas de l'énergie interne, mais plutôt de l'enthalpie, une autre fonction d'état du système dont on avait déjà vu la définition, et on avait reconnu que c'est une fonction d'état très utile et importante dans l'étude des réactions chimiques à pression et température constante en particulier. Alors, en continuant comme tout à l'heure, c'est-à-dire en remplaçant des bacs Q par DH, on obtient que la seconde loi demande que pour tout processus à pression constante, ds la variation de l'entropie du système, moins dH la variation d'enthalpie du système divisé par la température, soit toujours supérieur à 0. On peut multiplier ça par T dans un premier temps pour obtenir ceci, sans changement
de sens de l'inégalité, TdS moins dH est supérieur à 0, ou encore en multipliant les deux membres de cette équation par moins 1, ce qui occasionnerait un changement de signe dans l'égalité, de sens dans l'inégalité, on obtient dH moins TdS supérieur à 0. Alors, en raisonnant comme tout à l'heure, on voit que ceci évoque l'introduction d'une nouvelle fonction d'état qui serait donnée par H moins TS et qu'on va appeler G. G est égal à H moins TS. On l'appelle énergie libre de Gibbs, tout à fait comme tout à l'heure, grand F égale à E moins TS est défini comme étant, est appelé énergie libre de Helmholtz. De même, cette expression définit une nouvelle fonction d'état du système à partir de l'enthalpie, donc utile pour les processus à pression constante, et de l'entropie du système H moins TS, appelé énergie libre de Gibbs et désigné grand G. Alors, en introduisant cette fonction d'état-là, ce qu'on avait vu en cette diapositive, cette expression équivalente de la seconde loi pour des processus à pression constante équivaut à demander que l'énergie libre de Gibbs diminue dans tout processus à pression constante d'abord et à température constante. Voilà. N'est-ce pas? Parce que si la température est maintenue constante, dG est égal à dH moins TdS, qui est exactement ce que vous voyez apparaître là. Et donc ça peut être écrit comme dG à température et à pression constante, puisque ces demandés-là sont inférieurs à 0 pour tout processus spontané dans ces conditions température et pression constante. Encore une fois, le même commentaire que j'ai fait tout à l'heure s'applique ici, à savoir que cette fois-ci, avec le choix de variables indépendantes comme étant la température, la pression et la composition, n'est-ce pas que la spécification TP constante pourrait avoir un sens pour un processus quelconque seulement si il s'agissait d'une réaction bien d'un processus au cours duquel on a variation de la composition du système. Cette fonction d'état énergie libre de Gibbs est encore appelée enthalpie libre tout court, et vous reconnaissez, d'après ce qu'on vient de voir là, que c'est utile pour des réactions chimiques à pression et température constantes, c'est-à-dire dans des conditions normales de la plupart des réactions chimiques que l'on considère en chimie ou bien en biochimie. Alors donc, la suite de ce que je vais vous montrer maintenant porte sur des calculs du type thermochimique de variation d'énergie libre de Gibbs ou bien d'enthalpie libre du système réactionnel en utilisant ce qu'on avait appris auparavant pour calculer delta H de réaction et delta S d'une réaction chimique. On parle alors d'enthalpie libre de réaction et les prochains exemples donnent le calcul d'enthalpie libre de Gibbs pour les quelques réactions qu'on avait vues auparavant. Cette réaction tout d'abord,
C2H4 gazeux plus H2O liquide donne C2H5OH liquide. Vous vous rappelez que on avait calculé son delta H standard à 298 Kelvin à partir des delta H de formation de l'éthanol, de l'éthène ici et de H2O liquide à 298 Kelvin. On avait obtenu cette valeur-là, moins 44,12 kJ. Dans le capsule vidéo précédent, j'ai aussi considéré cette réaction et le calcul du delta S de réaction pour cette réaction-là à partir de ces valeurs de l'entropie selon la troisième loi entropie absolue des réactifs et produits impliqués dans la réaction. Alors, on nous demande ici de calculer le delta G, c'est-à-dire l'enthalpie libre ou bien l'énergie libre de Gibbs de réaction à 298 Kelvin toujours. Alors c'est très simple. Ceci c'est pour rappeler delta S de réaction obtenu à partir de ces valeurs-là de l'entropie selon la troisième loi des différentes espèces. Il suffit de prendre delta G est égal à delta H moins T delta S avec delta H donné par ceci à 298 Kelvin, delta S donné par ça, toujours à la même température, et la température grand T ici, évidemment, c'est 298 Kelvin. Alors calcul, ça c'est delta H de réaction, delta S de réaction c'est 128,77 10-3 kJ, puisque delta H était exprimé en kilojoules, donc on ferait mieux d'exprimer le second terme ici avec les mêmes unités, pas en joules, mais kilojoules. Voilà. Et fois 298 Kelvin, notez bien que ça c'est négatif, delta S de réaction est négatif, là, hein. Ça, et de même delta H de réaction est négatif. Alors après tout calcul, on obtient delta G de réaction égale à moins 5,74 kJ pour cette réaction-là. Delta G est négatif. Alors d'après ce qu'on venait de voir tout à l'heure, ça indique que cette réaction, écrite telle qu'elle, à 298 Kelvin, va donc se produire spontanément, puisque l'énergie libre de Gibbs diminue au cours de cette réaction, sa variation au cours de la réaction est négative, et ça satisfait bien aux critères de spontanéité exprimés en termes de delta G qu'on avait vu tout à l'heure. Donc la réaction est spontanée à 298 Kelvin. Maintenant, vous rappelez que le terme delta S, évidemment, c'est le terme anthropique pour le système, ça représente donc ceci. C'est même la variation d'entropie du système réactionnel au cours de cette réaction. Quand cette réaction est poussée des réactifs aux produits complètement, on a une variation d'entropie négative au sein du système, ce qui n'est pas surprenant, puisqu'on part d'une mole de gaz, d'une mole de liquide, pour obtenir du côté produit juste du liquide, il n'y a plus de gaz, donc le côté réactif est plus désordonné que l'état final, les produits, n'est-ce pas? Donc, ça explique pourquoi delta S du système, delta S de réaction, est négatif. Qu'en est-il de delta S de l'environnement? Eh bien, delta S de l'environnement, c'est Q moins Q sur T, c'est-à-dire moins delta H sur T, la température étant fixée ici. Delta H est moins 44,12 kJ est donc égal à moins
T fois delta S de l'environnement, ça. Ça, là, c'est moins T de delta S de l'environnement. Et à partir de cette valeur-là de delta H qui est négative, qui est égal à moins T delta S de l'environnement, il vient que delta S de l'environnement est positif. C'est égal à moins ça divisé par la température, 298 Kelvin, ce qu'on avait calculé déjà dans le capsule vidéo précédent. Mais toujours est-il que c'est positif cette quantité et c'est suffisamment positif pour l'emporter sur la variation d'entropie au sein du système qui, elle, est négative. Au sein du système, il y a plutôt de création d'ordre plutôt que de désordre. Par contre, comme la réaction dégage de la chaleur, dissipe de la chaleur dans le milieu extérieur, il y a création de désordre dans le milieu extérieur en quantité suffisante pour contrer la diminution du degré de désordre au sein du système quand l'on passe des réactifs aux produits. Et ça fait que delta G du système est négatif. Que représente un delta G comme ça? Eh bien, ça semble représenter à la fois un facteur anthropique et un facteur énergétique, ça. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Parce que ce facteur delta H continue à être un critère anthropique, un facteur anthropique aussi, puisque ça, c'est exactement égal à moins T fois delta S de quoi? De l'environnement. Et vous avez moins T delta S du système là. Donc, en combinant les deux termes, en lisant delta H de réaction comme moins T delta S de l'environnement, ce que ça représente vraiment, vous voyez que delta G est en fait moins T fois delta S de l'univers, delta S total. Donc on est en train de remplacer l'examen du delta S total par l'examen de delta G qui est précisément delta S total fois simplement moins T. Et c'est à cause de ça que le critère d'augmentation d'entropie dans l'univers se traduit au niveau du delta G par une diminution de G pour un processus spontané, ce qui est observé ici. Donc, cette réaction est spontanée. G est une fonction d'état, ce qui fait que sa variation pour une réaction chimique à température et pression constante ne dépend pas du chemin suivi et est toujours égal tout simplement à la différence entre la valeur de l'enthalpie libre à l'état final, constitué de produits seulement, et la valeur de G à l'état initial, qui est l'état constitué de réactifs seulement. Et comme cette variation ne dépend pas du chemin suivi, on peut évidemment le remplacer par la calculer par n'importe quel chemin qui nous convient, n'est-ce pas? Et ça, c'est précisément le sens de la construction du cycle de Hess. L'idée de cycle de Hess est tout à fait générale et repose sur une propriété, un caractère de fonction d'état, ici de G. Donc on peut remplacer ça par un chemin quelconque. Et le chemin nous saute aux yeux, c'est ce chemin-là qui avait été utilisé dans la définition des delta H de formation, enthalpie standard de formation de différentes substances.
et enthalpie standard de réaction calculée en utilisant ces enthalpies standards de formation de substances, n'est-ce pas? De même, on peut évoquer ces deux processus-là, reliant les réactifs et les produits aux éléments dans leur forme stable, à une température fixée et à P égale 1 bar, pour obtenir ce chemin-là, pour lequel on voit que delta G de réaction peut être écrit comme enthalpie libre des produits taux enthalpie libre de formation standard de produits donné par cette somme des delta G standard de formation des produits P1, P2, P3, etc. Chacune pondérée par le coefficient stéchiométrique correspondant nu1', nu2', nu2, 3', etc. moins l'enthalpie libre du côté réactif est représenté ici comme l'enthalpie de formation de tous les réactifs à partir des mêmes éléments dans leur état standard. Donc, c'est égal à delta G de formation standard de R1 pondéré par le coefficient stéchiométrique nu1 plus delta G de formation standard du réactif R2 fois le coefficient stéchiométrique nu2, ainsi de suite. Donc, même genre de formulation que pour delta H standard de réaction que l'on peut obtenir à partir des delta H standard de formation de différents espèces réactifs et produits que l'on peut trouver des tables. Alors, il en va de même ici. Delta G d'une réaction, cette réaction-là, ou bien la réaction qu'on avait vue tout à l'heure, peut être calculée, si l'on le veut, à partir des delta G de formation des différentes espèces produits P1, P2, P3, etc. et des espèces réactives R1, R2, etc. Et ces quantités sont, tout comme les delta H de formation standard, tabulées dans des bonnes sources thermodynamiques. Dans le Atkins, effectivement, au tableau 2.6, à cette colonne-là, juste à côté, la colonne du delta H de formation des différentes espèces représentées à la première colonne, c'est le delta G standard de formation de ces différentes espèces que vous trouvez là, en kilojoules par mol. Donc pour des éléments, évidemment, c'est 0. Et pour les espèces dérivées de cet élément, par exemple l'aluminium, Al2 ou 3, cette quantité, moins 1582,3 kJ par mol, c'est le delta G standard de formation molaire de l'alumine, ça. Ainsi de suite. Ce tableau 2.5 pour les composés organiques présente delta G de formation de ces différents composés organiques à la 4e colonne. Voilà, tout comme pour delta H de formation, c'est à la 3e colonne, ainsi de suite. Alors donc on peut utiliser ces delta G de formation pour calculer un delta G de réaction. Donc, pour la réaction de tout à l'heure, pour laquelle on avait calculé déjà delta G de réaction en utilisant delta H de réaction calculé au préalable en utilisant précisément les delta H de formation des différentes espèces produits et réactifs dans cette réaction-là, et delta S de réaction calculé en utilisant les entropies selon la 3e loi
de ces espèces, produits et réactifs, alors on peut aussi calculer ce delta G de réaction en utilisant les delta G de formation de ces différentes espèces. Alors pour C2H4 gazeux, c'est 68,15 kJ par mol, H2O liquide, c'est moins 237,13 kJ par mol, et pour l'éthanol, c'est moins 74,78 kJ par mol. Alors à partir de là, on obtient delta G de réaction, cette fois-ci calculé à partir de ces delta G de formation, vaut moins 5,8 kJ à 298 Kelvin. Ça, c'est à être comparé avec moins 5,74 kJ qui était la valeur obtenue en utilisant delta H de réaction et delta S de réaction calculé au préalable. Delta H de réaction, c'est ça, voilà, et delta S de réaction, ceci. Finalement, correspondant à la loi de Kirchhoff pour que la variation de l'enthalpie de réaction avec la température, on peut faire les mêmes considérations pour que la variation de delta S de réaction et du delta G de réaction avec la température. Pour vous montrer le principe général, je reprends ici l'exemple de cette réaction entre C2H4 gazeux et H2O liquide pour donner de l'éthanol. Cette ligne-là, je vous rappelle les données des capacités calorifiques à pression constante molaire pour les différentes substances C2H4, H2O liquide et C2H5 liquide. On est à cette rangée-là. Alors à partir de ces CP, vous vous rappelez qu'on peut calculer un delta, une variation au cours de la réaction, cette fois-ci de CP, delta CP, en utilisant le même type de combinaison du CP des produits pondérés par leur coefficient stéchiométrique, moins la somme des CP des réactifs pondérés par leur coefficient stéchiométrique, ce qui fait CP de C2H5OH, le produit ici, fois 1 mol, moins CP de C2H4, gazeux, fois 1 mol, moins CP molaire de H2O liquide. On obtient, pour delta CP égale à moins 7,39 Joule Kelvin moins 1. Ce delta CP, on l'avait utilisé auparavant dans le calcul de la variation d'enthalpie de réaction avec la température en utilisant la loi de Kirchhoff. Alors, pour ce qui est de l'entropie, sa variation avec la température, c'est très simple. Encore une fois, j'aurais dû représenter le cycle de Hess ici pour vous montrer que la réaction, si on la considère maintenant à 400 Kelvin, pour laquelle delta H de réaction avait été obtenu ici par la loi de Kirchhoff égale à ça, eh bien, peut être connecté à la même réaction à 298 Kelvin par deux étapes qui correspondent à juste des étapes de chauffage et de refroidissement, chauffage du produit et refroidissement des réactifs à pression constante. Et en tenant compte de ces étapes-là, on trouve que delta S de réaction à T2 est égal à delta S de réaction à T1 plus la variation de ce delta S de réaction lors du chauffage du système réactionnel de la température T1 à T2. Et ce chauffage vient avec une chaleur réversible qui est delta Cp, au lieu de Cp, c'est delta Cp fois dt, voilà, divisé par T pour faire du dQ réversible sur T qu'on intègre. Et alors on obtient, si delta Cp
peut être considéré comme constant dans la gamme de température considérée. On peut le sortir de l'intégrale pour obtenir delta Cp fois l'intégrale qui donne un logarithme népérien de T, de T2 sur T1. Voilà. Et donc delta S de T2 est égal à delta S en T1 plus delta Cp ln de T2 sur T1 simplement. Application numérique avec delta S de T1 égale à moins 128,77 Joule Kelvin moins 1 comme on avait vu auparavant. Delta Cp est égal à moins 7,39 Joule Kelvin moins 1. On l'a ici. Ln de T2 c'est 400. T1 c'est 298 Kelvin. Après tout calcul, j'obtiens un delta S de réaction de moins 130,94 Joule Kelvin moins 1 à 400 Kelvin, à être comparé avec cette valeur-là, à 300 Kelvin. Donc, ça représente une diminution de delta S. Donc, delta S, le système devient plus négatif parce qu'à plus haute température, l'augmentation de température, en d'autres termes, exacerbe, accentue la différence dans le degré de désordre entre le côté réactif et le côté. Imaginons ce qui se passe à cette nouvelle température de 400 Kelvin par rapport à ce qui était là déjà à 298 Kelvin. Du côté réactif, vous avez une mode de gaz et une mode de liquide. Quand vous augmentez la température, le gaz devient plus désordonné encore, et ça devient plus désordonné plus fortement que le liquide. De sorte que le bilan est que à 400 Kelvin, à cette nouvelle température plus élevée, comme du côté réactif, le gaz devient plus désordonné, tandis que les autres espèces, les liquides, deviennent plus désordonnés aussi, mais à un degré moindre, bien moindre que le gaz. On comprend que l'augmentation de la température aurait pour effet d'accentuer cette différence entre des ordres dans le système réactionnel quand l'on passe des réactifs aux produits et on obtient un delta S à la nouvelle température de 400 Kelvin qui est plus négative que celle à 298 Kelvin. Ça, c'est pour delta S. Alors, on peut calculer delta G de réaction très simplement, puisqu'on connaît déjà delta H de réaction à 400 Kelvin, calculé par Kirchhoff. On a delta S de réaction à la nouvelle température déjà calculé ici par un genre de loi de Kirchhoff adapté à la variation d'entropie, puisque ça utilise le même cycle de Hess, n'est-ce pas? Donc, il suffit de combiner ce delta H et ce delta S à la température T2, 400 Kelvin, pour obtenir delta G à cette température. Et c'est ça qui est fait ici. Delta G à T2 est égal à delta H à T2, que l'on avait déjà calculé auparavant, moins la nouvelle température T2 fois delta S à cette température-là. Très simple. Alors, calcul, delta H à T2, c'est ça. Ça, c'est la nouvelle delta S de réaction à cette température T2 fois la nouvelle température qui est 400 Kelvin. Il suffit de faire les calculs et on obtient que delta G est maintenant positif. Ça passe tout à l'heure d'une valeur de moins 5,3
kJ à plus 7,53 kJ. Donc si la réaction était spontanée à 298 Kelvin, elle ne l'est plus à 400 Kelvin. À 400 Kelvin, la perte du degré de désordre au sein du système est trop important pour être compensé par le gain du désordre, l'augmentation du degré de désordre dans l'environnement dû au caractère exothermique de la réaction. Alors cette diapositive souligne ces aspects-là. Delta S de réaction à 400 Kelvin devient plus négatif qu'à 298 Kelvin. Parce que l'augmentation, l'élévation de température tend à exacerber le contraste au niveau du degré de désordre quand l'on passe des réactifs avec une onde de gaz ici au produit. Ça accentue cette différence produit réactif au niveau du degré de désordre. L'augmentation de température a aussi pour effet d'augmenter un peu l'exothermicité de la réaction, c'est-à-dire la chaleur dissipée par la réaction dans le milieu extérieur qui normalement donne un delta S de l'environnement positif qui à 298 Kelvin avait pu l'emporter sur le delta S négatif au sein du système réactionnel. Alors cette fois-ci, delta S de l'environnement, calculé ici avec cette valeur de moins 44,85 kJ de 1 à 400 Kelvin, donne plus 112,12 Joule Kelvin moins 1, et ça, ce n'est pas suffisant pour l'emporter sur cette grandeur de delta S du système, et on obtient donc un delta G de réaction positive. Ça veut dire que delta S de l'univers est négatif dans ce cas-là, et donc la réaction n'est pas spontanée à 400 Kelvin.